Cette semaine à InfoCam, on vous parle de l'acquisition par le gouvernement du Québec d'une partie de l'île aux Lièvres. On s'entretient également avec le préfet de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy. On vous parle également de l'événement Plaisir d'hiver qui est de retour encore une fois cette année à Saint-Pascal. On vous présente aussi une série de 3 reportages en lien avec l'école secondaire Chanoine-Baudet. Et finalement, on vous parle de la 35e édition du tournoi Pasco. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information locale et régionale InfoCam. Mon nom est Annie Lavoie et j'aurai le plaisir d'animer l'InfoCam pour le reste de la saison, tandis que Marie-André Dupéry sera de retour comme reporter. Et d'ailleurs, justement, comme premier reportage, Marie-André nous présente son entrevue réalisée avec M. Pascal Bérubé, délégué au tourisme et également un ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, qui parlait la semaine dernière au nom du ministre du Développement durable concernant l'annonce importante concernant justement la conservation de la biodiversité au Bas-Saint-Laurent. Alors, j'annonce avec beaucoup d'enthousiasme que le gouvernement du Québec vient d'acquérir l'île aux Lièvres, coût de 3 millions de dollars. C'est un investissement en faveur de la biodiversité, de la beauté, de la préservation des espèces. C'est un acquis pour l'ensemble des Québécois. Alors, on a fait l'acquisition avec comme partenaire une société qui s'appelle Duvénor, qui travaille à sa préservation depuis des années. Et je pense que c'est le geste qui s'imposait pour notre stratégie en matière de préservation des territoires, mais en même temps, ça devient un atout fantastique pour la MRC de Kamouraska et Saint-André-Kamouraska. Quel changement cette acquisition-là va apporter sur l'île elle-même? Bien, disons que ça nous assure, entre autres, que l'île ne soit pas vendue à des intérêts, entre autres, étrangers qui pourraient en faire une autre utilisation. Déjà, ça, c'est énorme, mais ça peut nous ouvrir d'autres partenariats avec la Société du Duvénor de mise en valeur du territoire, notamment, est-ce qu'à terme, on pourrait penser à un parc? Entre autres, c'est une des options. Donc, c'est la première étape, mais il y aura d'autres étapes à venir quant à son développement, fort intéressantes, mais les annonces appartiennent au ministre de l'Environnement qui viendra lui-même le dire ici. Côté financier, comment ça s'est effectué, la transaction? Bien, le gouvernement du Québec cherchait des opportunités pour atteindre son objectif de 12 de territoire protégé. On savait qu'il y avait cette île qui est vraiment unique au Québec, il faut le savoir. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'elle est à proximité et puis qu'elle est banale, elle est loin d'être banale. Alors, on a fait une offre en décembre dernier, elle a été acceptée à un prix qui est fort acceptable et la négociation s'est faite rondement, puis là, on est en mesure de l'annoncer aujourd'hui. Donc, une négociation en bonne et due forme entre une OSBL avec des bénévoles et le gouvernement du Québec par le ministère de l'Environnement. Est-ce que cette île-là possède des trésors cachés? Oui, quant à sa faune, entre autres. Alors, je vous ai nommé tout à l'heure toute une série d'espèces qu'on retrouve sur cette île-là. C'est vraiment exceptionnel en matière de faune, en matière aussi de préservation. Il y a 30 km de littoral vierge. C'est assez exceptionnel. Alors, c'est vraiment un bijou qu'on a à proximité. Donc, le gouvernement du Québec s'est porté acquéreur, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'île aux Lièvres qui est sur le territoire du Kamouraska. D'abord, expliquez-nous ce que ça change pour vous, la Société Duvénor. Nous, la Société, on fait du tourisme. Et le tourisme, c'est très inégal. D'une année à l'autre, il y a des incertitudes. Et on était toujours dans une situation précaire parce que nos revenus oscillaient d'une année à l'autre. Et ça fragilise la société. Puis comme on est propriétaire de plusieurs îles, puis qu'on veut assurer la pérennité de ces îles-là, il y a une incompatibilité, là. Si on est vulnérable, si on a, par exemple, donné une illustration, on a un accident avec un bateau, on a une poursuite importante, les assurances payent, mais ça met notre entreprise en péril parce que les gens vont rejeter notre produit parce qu'il y a eu un accident. Donc, on pourrait se trouver face à des difficultés financières qui nous obligeraient à vendre ou à céder certains des territoires. Puis c'est la dernière chose qu'on veut faire. On ne veut pas vendre ces îles-là. On les a achetées parce qu'elles sont précieuses, elles sont uniques. Alors là, le gouvernement, en les achetant, lui, donne cette pérennité-là, cette sécurité-là. Puis en même temps, avec le fruit de la vente, on fait un fonds de dotation, on met l'argent en banque et on vit des revenus, ou enfin les revenus de ces placements-là stabilisent nos recettes annuelles et nous sécurisent. Voici maintenant la première partie d'une entrevue réalisée avec M. Yvon Soucy, le préfet de la MRC de Kamouraska, qui nous parle des différents sujets à venir en 2013 et dresse un certain bilan de l'année 2012. Donc, du côté du centre administratif de la MRC de Kamouraska, est-ce qu'il y a eu des avancements?
Bien, c'est sûr qu'on travaille toujours sur le projet, là, en collaboration avec Solutions Novica, qui était autrefois le CSTPQ. On vise un bâtiment éco-énergétique qui serait un bâtiment modèle, un bâtiment de démonstration. C'est un beau partenariat également entre un centre d'expertise puis une municipalité régionale, la MRC. On a fait des demandes d'aide financière au Fonds municipal vert, puis au gouvernement du Québec, au programme d'infrastructure Québec municipalité. On est en attente de réponses, quoi qu'on a eu des rencontres avant les fêtes là, qui nous laissent voir que je pense que le projet chemine bien. Puis on aimerait beaucoup que ce projet-là soit annoncé en 2013. Et par rapport au parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, là aussi, ça a avancé. Il y a également 5 nouveaux projets qui ont été financés. Oui, on finance par le biais du Fonds de soutien aux territoires en difficulté des projets par appel de projets. Souvent, ce ne sont pas nécessairement de très gros projets, mais ce sont des projets qui sont importants dans les communautés. On a récemment procédé à l'embauche d'un chargé de projet qui va faire en sorte peut-être de cheminer davantage les projets. Ce qu'on aimerait, c'est que le parc soit de plus en plus visible, peut-être avec un plan de communication, d'affichage également. Puis... Par rapport au schéma de développement et d'aménagement du territoire de la MRC, qu'est-ce que c'est exactement? Les schémas d'aménagement et de développement, c'est un peu l'outil de planification d'une MRC. En fait, c'est le principal outil de planification d'une MRC. On ne verra plus aujourd'hui, par exemple, au centre d'un village, une usine ou qui aurait des activités industrielles lourdes s'installer, ce qu'on voyait dans le passé. Donc, c'est de s'assurer, par exemple, que dans les secteurs résidentiels, bien que ce ne soit que de l'habitation qui soit là. Ça, c'est au niveau du zonage. Mais le schéma d'aménagement, bien sûr, planifie là, de façon beaucoup plus large l'ensemble des activités sur le territoire. Nous, notre schéma d'aménagement et de développement date de 1988. Il y a eu plusieurs modifications qui ont été bien entendu, qui ont été mises de l'avant depuis ce temps-là, ce qui fait que même s'il date de 1988, il est très à jour. Mais il faut quand même, au bout d'un certain temps, en adopter un nouveau. Donc, c'est un projet de schéma d'aménagement révisé, ce qu'on appelle le PSAR 2, qui devrait être adopté, on l'espère, en mars prochain. Plusieurs projets sont mis en branle du côté de l'école secondaire Chanoine-Baudet de Saint-Pascal. Et justement, rappelons que cette école est maintenant école entrepreneuriale. Nous avons rencontré cette semaine, dans une première partie d'entrevue, 3 élèves de 2e secondaire qui se sont impliqués au niveau de l'organisation des portes ouvertes de leur école. Expliquez-nous quel était le projet des portes ouvertes, comment ça fonctionnait? C'était d'accueillir les 6e années ici pour leur montrer un peu l'école pour qu'ils soient capables de choisir s'ils veulent venir ici ou pas. Puis on leur montre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les cours, puis les activités qui sont offertes ici. Combien d'étudiants participaient à cette activité-là de création de portes ouvertes, si on peut dire? Aux alentours de 27 qui participent, puis c'est à tous les mercredis matins qu'on fait ça à la première période de l'avant-midi, puis on se réunit, puis on faisait on organisait ce qu'on allait faire durant les périodes qu'on avait de libre durant l'avant-midi. Et chacun avait un rôle bien différent. J'imagine, quels étaient ces rôles-là? Il y avait un rôle qui était de faire un trajet. Il y en a d'autres qui s'occupaient de faire les sondages. Après ça, il y en a d'autres qui s'occupaient de faire les affiches parce qu'on avait un vestiaire pour mettre leur manteau, puis ça prenait les affiches de chaque village. Après ça, il y en a d'autres qui s'occupaient de faire les activités d'histoire pendant que leurs parents étaient à une petite réunion. Eux autres, il y avait des activités pour le soir. Il y en a d'autres aussi qui s'occupaient de faire des activités dans la journée. Qu'est-ce que tu as appris? Moi, j'ai de la difficulté souvent à me faire confiance. Puis là, c'est ça qui m'a j'ai le plus développé durant l'activité. Moi aussi, c'est plus me faire confiance parce que j'étais quand même beaucoup gênée. Puis là, il va falloir que je fasse la conférence de presse. Fait que là, je suis moins gênée. Puis il fallait que j'aille aussi voir des gens pour leur poser des questions. Et toi, qu'est-ce que tu as appris? Tu peux me gêner, c'est sûr. Là, quand on a fait la conférence de presse, puis plus parce qu'il fallait aller voir les gens pour leur demander, mettons, de débarrer les portes ou peu importe pour les activités. J'imagine qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent pour vous. Quels sont-ils? On voudrait ouvrir un petit magasin général à notre école. Là. On vendrait des articles scolaires, des choses, mettons, pour du tape pour les bâtons de hockey, puis toutes ces choses-là. À la place mettons, aller dehors acheter à la pharmacie, on les achètera à notre école. Là. Est-ce qu'il y a d'autres projets, mis à part celui-là? Oui, moi, Megan, on est en train d'essayer de trouver des gens pour partir une petite ligue de soccer le midi.
Maintenant, toujours en lien avec l'école secondaire Chanoine-Baudet, la directrice adjointe ainsi qu'une enseignante d'anglais viennent nous parler d'un programme enrichi d'immersion anglaise qui sera bientôt offert aux élèves. Alors, le programme a vu le jour vraiment pour répondre à un besoin. On peut parler aussi encore là d'un projet entrepreneurial parce que le but, c'était de répondre à un besoin de notre clientèle. On sait que nos élèves auront besoin aussi par rapport à leur formation générale de l'anglais plus tard. Donc, pour nous, c'était un souci de leur donner quelque chose, mais quelque chose aussi, pas juste de l'enrichir, mais vraiment un plus, de se démarquer des autres écoles parce qu'on parle quand même d'un projet novateur qui sera fait en accélération scolaire. Ce qui veut dire que tout le programme régulier sera vu de septembre à fin avril. Et par la suite, les élèves embarqueront vraiment dans une immersion anglaise là, de 6 semaines. Et quelles sont les conditions d'admission à ce programme? Bien, premièrement, justement, comme on parle d'accélération scolaire, naturellement, on demande une moyenne supérieure à 80 % dans les notes du primaire. Et par la suite, donc, d'ailleurs, le 12 janvier dernier, on a eu des tests d'admission pour vraiment aller valider français, anglais, maths. On veut s'assurer que les élèves vont être capables de suivre le programme, le tempo, là, qui sera quand même accéléré de façon importante. Et comment ça va se concrétiser? J'imagine qu'il va y avoir des discussions en anglais, des ateliers. Comment ça va fonctionner? Bien, c'est ça, c'est qu'on va y aller par thème. Donc, à chaque semaine, il y aura un thème. Et là-dessus, bien, on fait des débats. Donc, il faut que tu ailles faire une petite recherche. On va utiliser les iPads beaucoup dans la classe. Donc, faire une recherche pour trouver tes points pour, tes points contre. Donc, une équipe pour un tel sujet, l'équipe contre. Ou, par exemple, ça peut être quelle invention tu penses a révolutionné le monde. Donc, là, il faut que tu trouves c'est quelle invention, tu prouves ton point, mais tout ça toujours en anglais. Donc, oui, l'accent est mis sur la conversation anglaise. Au travers, on voit des notions grammaticales, mais vraiment, le but, c'est la conversation anglaise. Et ce sera mis sur pied bientôt. En fait, vous y travaillez et dès l'année prochaine, ce sera fait? Donc, on y travaille depuis l'an passé, mais notre première cohorte officielle, on la recevra donc pour l'année scolaire 13-14. Donc, on a vraiment hâte de commencer ce projet-là avec eux. On est fin prêt, comme on dit, mais reste à recevoir nos nouveaux élèves. Ces élèves-là qui pourront suivre le programme seront en secondaire 1, mais ils pourront poursuivre par la suite. Oui, naturellement, le programme sera échelonné quand même à différents niveaux. Donc, au niveau de la deuxième secondaire, ce sera vraiment le même principe. Pour ce qui est quand on arrive vraiment au deuxième cycle du secondaire, on modifiera quand même, mais l'élève aura toujours la chance de poursuivre la conversation anglaise et donc avec un nombre d'heures à chaque année du secondaire. Et aussi, on a la possibilité, à la fin de notre 5 semaines d'immersion, d'ajouter aussi une semaine où l'élève, en fait, les élèves pourront aller dans un milieu anglophone. À votre avis, qu'est-ce que ça va apporter aux étudiants qui vont suivre ce programme-là? Bien, moi, je pense que pour le reste de leur secondaire, côté anglais, déjà, la gêne de parler, souvent, c'est ça le problème en anglais. On est gêné, on ne sait pas trop. Bien là, pendant 5 semaines, ils vont avoir pratiqué ça, ça va leur rester toujours. Bien, je pense aussi que tout le côté, tu sais, ils vont être dans un groupe ensemble tout le temps qui peut peut-être se poursuivre par la suite. Donc, tu développes des amitiés quand même assez bonnes. Travailler en groupe aussi, le fait de travailler en coopération souvent, parce qu'on va faire beaucoup de travail d'équipe dans ça. Donc, ça, c'est un plus, mais vraiment, le plus gros point, c'est les heures de conversation supplémentaires en anglais qu'ils vont avoir, là. Voici maintenant une entrevue réalisée avec le psychoéducateur M. René Roy qui vient nous parler de la toute nouvelle boutique en ligne des entreprises Clausio. En fait, pour nous, la boutique en ligne, c'est le meilleur moyen de faire connaître aux gens de l'extérieur les produits qui sont fabriqués par nos élèves. Depuis maintenant 24 mois environ, on est en production de djembés, de bracelets, d'objets de cuir de différentes natures. Et la boutique en ligne, c'est un regard sur le monde. Ça permet aux gens vraiment de venir voir ce qui se passe ici à Saint-Pascal. Ce qu'elle a de différent, notre boutique en ligne, c'est qu'on demande aux gens, en fait, actuellement, c'est les djembés qui sont beaucoup valorisés au niveau de notre site. On demande aux gens de procéder par adoption. On veut s'assurer, compte tenu que nos élèves passent du temps, mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts à fabriquer ces objets, on demande aux gens vraiment quelles raisons font en sorte qu'ils veulent se procurer un objet chez nous et on se donne la possibilité d'évaluer si la candidature des gens est valable ou non. Dans les faits, ça nous permet aussi
de prendre le temps nécessaire pour traiter chacune des demandes, compte tenu qu'on est dans un contexte scolaire. Et tout ce projet-là, en fait, même la mise en ligne de la boutique est organisée par des étudiants? Effectivement, on a 2 élèves qui sont maintenant des élèves artisans depuis le mois d'octobre et les élèves sont considérés comme administrateurs du site. Donc, ils ont accès au même titre que moi, M. Lavoie, au titre d'administrateur. Donc, ils peuvent modifier des éléments au niveau du site, ajouter des objets en inventaire, retirer les objets vendus. Donc, ça nous permet d'augmenter le niveau d'apprentissage, ça nous permet d'enrichir le niveau d'apprentissage des élèves. Qu'est-ce que vous pensez que ça leur apporte comme valeur entrepreneuriale ou comme toutes sortes de valeurs aussi à ces étudiants-là? Dans le contexte de Claudio, c'est certain que nos élèves sont appelés à collaborer ensemble. Le travail d'équipe, c'est une valeur qu'on considère importante. Le respect entre eux, le respect des produits avec lesquels on travaille, le respect de l'environnement de travail. Ce qu'il y a d'intéressant dans le travail ou les projets qu'on propose aux élèves, c'est la possibilité de transférer les acquis qu'ils font ici dans un autre contexte de travail éventuellement ou dans un autre contexte d'apprentissage. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que nos élèves ici développent leur confiance, leur estime de soi. Et de cette façon-là, même en classe, on voit des retombées positives. C'était d'ailleurs l'objectif premier de Claudio. C'est à la demande du Centre local d'emploi de la Pocatière que le programme SAE en action a vu le jour. Nous en parlons aujourd'hui avec Mme Stéphanie Sénéchal, intervenante en service social. SAE en action, c'est un programme qui existe depuis quelque temps déjà. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, SAE en action, c'est un programme qui vise essentiellement à créer des liens avec les gens du Kamouraska afin qu'ils prennent conscience de leur force, de leur passion pour reprendre le marché du travail. Donc, à long terme, bien sûr. Et quel est son fonctionnement? Comment vous allez chercher les gens? Bien, dans le fond, c'est moi, en tant qu'intervenante, qui se déplace dans les activités déjà en place dans le Kamouraska. Donc, je ne crée pas nécessairement d'activités. Exemple, les cuisines collectives qui sont déjà en place. Bon, je m'insère avec eux. Là, je fais la même chose qu'eux. Donc, si, exemple, ils font un pâté chinois, bon, je fais le même processus du pâté chinois, mais à travers ça, bien, on parle un petit peu d'emploi, de leur passion, de leur hobby, un petit peu de tout. Puis on parle essentiellement aussi d'eux. Dans le fond, on parle de leur qualité. Puis, bien, ce qui est essentiel, c'est justement de les écouter. Puis, à travers ça, bien, souvent, c'est eux qui viennent nous poser des questions sur l'emploi. Donc, là, on peut répondre. Mais c'est un processus qui est basé essentiellement sur un lien de confiance. Et c'est fait en collaboration avec qui exactement? Bien, en collaboration, c'est sûr que nous, en tant qu'organisme communautaire, on collabore un petit peu. On a des partenaires dans la région, c'est sûr. Parce que, exemple, quelqu'un qui est prêt à travailler et qui a 28 ans, bien, on va le référer à un organisme qui est déjà en place ici, qui est Projection 1635. Exemple, quelqu'un qui a une déficience intellectuelle ou visuelle et que, bien, lui aussi, il m'en parle un petit peu puis il est prêt à travailler, bon, bien, on va regarder avec le processus de CEMO. Moi, je suis comme un petit peu quelqu'un qui après avoir créé un lien de confiance, bien, je vais les référer au bon endroit. C'est ça qui est important, c'est que c'est pas moi qui fais la recherche d'emploi avec eux, mais bien l'organisme qui est déjà en place. Ce projet-là, c'est un projet pilote? Oui, c'est un projet pilote exactement qui a commencé au mois de juin. Et tranquillement, bon, avec les objectifs et tout, moi, je suis arrivée en août 2012. Et là, depuis août, bon, j'ai vraiment monté le projet, là, c'est-à-dire comment aller rechercher la clientèle, faire les contacts avec les organismes, me déplacer sur les lieux. Et vraiment, depuis novembre, c'est là vraiment que je rencontre les gens. Et vous dites que ça fonctionne bien jusqu'à maintenant? Vraiment, sérieusement, on est vraiment surpris parce que, dans le fond, les gens en marquent bien. Tu sais, des fois, on sème des graines dans la tête des gens. Hein, puis, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un puis on ne parle pas nécessairement d'emploi, il peut m'en parler peut-être dans 2-3 semaines. Ils ont des questions, tu sais, ils pensent à ça à la maison, ils en parlent avec d'autres personnes. Donc, souvent, j'ai des courriels, des téléphones ou de vive voix, là, les gens viennent me poser des questions sur, exemple, comme là, présentement, l'assurance emploi, les gens, là, ils se posent des questions. Donc, je peux répondre à des questions comme ça. Les gens aussi, des fois, ils se demandent, bien, c'est souvent les gens qui font affaire avec l'aide du dernier recours. Fait que là, ils se posent des questions. Comment ça marche le processus? Fait que là, je réponds avec eux. Tu sais, c'est des questions qui peuvent être petites comme plus grandes. Là, on peut se rencontrer individuellement parce que je fais aussi des suivis de groupe ou individuels.
L'événement Plaisir d'hiver de Saint-Pascal est de retour encore une fois cette année et vous réserve de nombreuses surprises. Pour nous en parler, voici Mme Émilie Poulain, directrice adjointe des services des loisirs de Ville-Saint-Pascal. Beaucoup d'activités encore qui sont prévues cette année. Quelles sont-elles? Cette année, on commence le vendredi 1er février. De 18h à 20h30, on a l'activité patinage au flambeau à l'anneau de glace de Saint-Pascal. L'an passé, c'était la première édition et ce fut un énorme succès. Les gens appréciaient, ils venaient en famille. C'était très, très agréable comme soirée. Donc, on reprend encore le patinage au flambeau, 18h à 20h30, à l'anneau de glace de Saint-Pascal. Il va y avoir des collations servies sur place pour les enfants, pour les adultes, du café, du chocolat chaud, des galettes. Et cette année, on poursuit le vendredi soir avec une grande nouveauté. On instaure cette année le grand défi sur glace de Saint-Pascal. Le grand défi consiste en une course à obstacles opposant deux concurrents qui doivent effectuer le meilleur temps lors de leur parcours. Donc, chaque concurrent qui s'inscrit au défi sur glace a la possibilité de faire 2 fois le parcours. Les temps sont chronométrés. Il va y avoir une formule de tournoi qui va être instaurée à la suite des inscriptions. Et ensuite, il y a des prix pour gagner. Donc, c'est une course réservée aux adultes. On veut des gens, des joueurs de hockey, des joueuses de hockey. Ça prend l'équipement de la tête aux pieds conforme de joueurs de hockey. Bien entendu, c'est la sécurité qui prime avant tout. Alors, on leur demande de s'inscrire auprès de la Ville de Saint-Pascal. Alors, sur le site Internet de la Ville, www.ville-saint-pascal.com, se retrouve la description de l'activité, les règlements et le formulaire d'inscription pour s'inscrire, et c'est gratuit. Et je tiens à mentionner que parmi tous les participants qui vont s'inscrire pour faire la course et qui vont participer, il va y avoir une personne qui va repartir avec une paire de billets pour aller voir les Canadiens de Montréal à Montréal directement contre les Pingouins de Pittsburgh en mars. Et je crois que c'est un samedi, la date du match. Donc, c'est très intéressant. Il y aura même une possibilité d'avoir le transport parce que la Maison des jeunes de Saint-Pascal participe à cette activité. Et par la suite, tout au long de la soirée, il va y avoir de la musique, de l'animation, des collations, un service de bar sur place, donc pour les adultes. Et le tout se termine autour de 22h, 22h30, là, selon le déroulement de la course. Pour ce qui est des activités de plaisir d'hiver, ils se poursuivent aussi le samedi, plus en après-midi, un volet très, très familial. Donc, il y a à 14h un workout en famille, animé par Manon Tanguay et présenté par Kamouraska en forme. Ensuite, à 14h30, la Maison des jeunes organise du kinball et du soccer sur neige, toujours au niveau de l'anneau de glace. Toutes les activités se passent au niveau de l'anneau de glace. Et tout au long de l'après-midi, de 13h à 16h, il y a bien entendu la glissade à la Montagne des Sœurs, le hockey libre à la patinoire tout près du centre sportif et le patinage à l'anneau de glace. De plus, on a une nouveauté également au centre sportif concernant les ondes cellulaires. Vous saviez, quand vous veniez au centre sportif de Saint-Pascal, une fois rendu dans l'enceinte du centre sportif, plus moyen de recevoir d'appels via le cellulaire et tout ça. C'est maintenant changé. Les ondes cellulaires entrent parfaitement au centre sportif, autant au niveau des estrades qu'au niveau des vestiaires des joueurs, du hall d'entrée. Donc, la Ville a investi dans un système d'antenne qui renforce les ondes cellulaires à l'intérieur du centre sportif. Donc maintenant, plus aucun problème pour capter les ondes cellulaires. Tout le monde peut se servir de leur cellulaire à l'intérieur du centre sportif. C'est du 8 au 10 février prochain qu'aura lieu le tournoi PASCO à Saint-Pascal. M. Martin Landry et M. Francis Bernier nous donnent plus de détails concernant cette 35e édition. Comment êtes-vous devenu président du tournoi de cette année? C'est pas la première fois qu'on me demande. Ça fait au moins 4-5 fois qu'on me demande d'être président. Mais l'année passée, je me suis dit, c'est le temps. C'est comme ça que ça s'est fait. Parlez-nous du thème du tournoi PASCO de cette année. Le thème sur le PASCO, c'est PASCO d'hier à aujourd'hui, vu que c'est la 35e année. C'était de mise pour le tournoi pour son 35e. Programmation cette année, on va avoir 11 équipes. On va diviser ça en 3 jours de tournoi. Ça va donner 21 parties. Ça fait quelques années qu'on a de la misère à avoir des équipes Bantam, 2C, double lettre. Cette année, ça a été encore plus vrai. On n'a pas été capable d'en avoir aucune. Midget 2B, habituellement, on était capable d'avoir des équipes. Cette année, bien, on a espéré jusqu'à il y a 2 semaines d'avoir 4 équipes. Mais vu qu'il y a un tournoi à Rimouski aussi qui a été déplacé, qui a été mis en même temps que le nôtre, on n'a pas eu de chance de sortir de bord pour trouver une équipe à la dernière minute. Ça veut dire qu'on est obligé d'annuler le Midget 2B. Comment se déroule l'horaire cette année? C'est un tournoi en rotation. Toutes les équipes sont assurées de jouer 3 parties. Et en 2 classes, Midget A et Midget B. Dites-nous, les finales auront lieu quand? Les finales commencent dimanche à 1h30 et l'autre à 3h30.
Si les gens désirent avoir plus d'informations sur le tournoi PASCO de cette année, comment peuvent-ils le faire? Bien, ils ont juste allé sur notre site Internet ou notre page Facebook qu'on a créée cette année pour attirer le plus de monde possible. Encore une fois, cette année, le tournoi PASCO ratisse quand même assez large au niveau des joueurs. Jusqu'où les équipes proviennent-elles cette année? Les équipes reviennent près d'Alma, de Montréal, la Beauce, la région de Québec, plus les 2 équipes de local, les Royaux d'Apratière et les Mustangs de Saint-Pascal. Du côté de la Ligue de hockey junior 2A du Bas-Saint-Laurent, 2 matchs étaient disputés en fin de semaine dernière. Tout d'abord, les Draveurs de la Vallée ont remporté leur match au compte de 10-2 contre les Lynx de Rimouski. Par la suite, à 17h30 dimanche, devait avoir lieu un match contre les Bombardiers et le Triangle de Rivière-du-Loup. Finalement, la formation de Rivière-du-Loup ne s'est jamais présentée. À noter qu'ils ont perdu donc par forfait et que c'est la 4e fois cette saison que le Triangle de Rivière-du-Loup se comporte de la sorte. La direction du circuit a fait savoir qu'elle prendra une décision concernant ce dossier d'ici la fin de la semaine. Du côté des prochains matchs maintenant, 2 matchs sont prévus en fin de semaine prochaine alors que les Bombardiers du Kamouraska visiteront les Draveurs de la Vallée à 20h samedi, tandis que la Vallée doit être à Rivière-du-Loup dimanche. Jetons maintenant un œil du côté du classement de la Ligue de hockey junior 2A. Les Bombardiers du Kamouraska sont toujours en tête, suivis de Rimouski, La Vallée et Rivière-du-Loup. Du côté de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux, 2 matchs étaient disputés en fin de semaine dernière. Tout d'abord, Saint-Pascal visitait les Seigneurs à la Pocatière. La Pocatière s'est enfuie avec la victoire au compte de 6-2. Pour ce qui est du match de samedi, il opposait le 95 de Saint-Jean-Port-Joli aux Seigneurs de la Pocatière. Il a fallu attendre jusqu'en fusillade pour donner un gagnant à cette partie et c'est finalement les Seigneurs de la Pocatière qui sont partis avec la victoire au compte de 4-3. Avec cette victoire, les Seigneurs de la Pocatière s'emparent jusqu'à maintenant de la 3e place. Il faudra par contre attendre la semaine prochaine pour savoir si la Pocatière y demeurera. Les prochains matchs sont prévus pour vendredi, samedi et dimanche prochain. Tout d'abord, vendredi 1er février, Saint-Jean-Port-Joli accueillera Saint-Damien à compter de 21h. Saint-Pamphile accueillera les Seigneurs de la Pocatière samedi à compter de 20h. Et dimanche, ce sera au tour de Saint-Jean-Port-Joli de visiter l'Impérial à Saint-Pascal à compter de 13h30. Pour ce qui est du classement maintenant de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux, on sait présentement que le 95 de Saint-Jean-Port-Joli sont les grands champions de la saison régulière, suivis de Saint-Damien. Ensuite, la Pocatière est au 3e rang, Saint-Pamphile et Saint-Pascal. Voilà qui termine votre bulletin d'information locale et régionale InfoCam pour cette semaine. Pour de plus amples informations concernant nos émissions, pour de l'information ou pour des suggestions, visitez notre site Internet au www.tvck.org. Faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportage par téléphone, le 418 492 2711, par télécopieur, le 418 492 7498, par courriel à presse@commercial-tvck.org et par Internet, le www.tvck.org. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 418 492 3515.